Locale, Madame Bécard, maire de Garches. Alors, merci d'être présente avec Patrick. Je salue Madame Marie de Wachliman, notre sénatrice, ainsi que Monsieur Carucci. Je salue aussi Monsieur Laurent, notre maire, et je salue aussi, et j'arrêterai là, vous m'excuserez tous, notre ami François Leclèche qui est là. Je le remercie grandement. Écoutez, merci, je l'ai fait, Carucci. Oui, non, merci. T'inquiète pas. T'inquiète pas, il l'aurait pas fait, je l'aurais dit. Tu m'as appris le boulot à une époque, maintenant je peux voler. Attention, pour 2026. Simplement vous remercier d'être tous là ce soir. Je suis vraiment, et je vous en remercie grandement d'être présent pour écouter Valérie, le bilan. Moi, ça fait 2 mandats et demi que je suis aux côtés de Valérie. J'apprends énormément de choses. J'ai aussi une écoute exceptionnelle pour, d'abord à une époque, la circonscription, puisque il y avait Jacques Gauthier, et puis après il y avait Jeanne. On portait les dossiers de Garches et de Saint-Cloud. Il y a Sandra aujourd'hui qui le fait avec Ségolène pour Saint-Cloud. Et maintenant, je me suis un peu recentré sur Rueil, Nanterre, entre autres, pour aider au maximum. Vous savez, la région, elle est dans votre quotidien. Je l'écris à chaque fois lorsque Patrick, et il le fait très souvent, m'autorise à pouvoir mettre des articles dans le bulletin municipal ou dans les newsletters ou documents que je peux envoyer et que vous recevez à chaque fois. C'est votre quotidien. Sur Rueil, c'est énormément important, je vous le dis, parce que d'abord, avec Patrick, il y a toujours des projets sans arrêt et des évolutions, des nouvelles idées et autres, et à chaque fois, il faut qu'on suive derrière l'écoquartier. Mimoun, c'est en partie la région, le réseau de chaleur, c'est en partie la région. Avec Sophie Deschiens, on a fait le parc Cardinal, enfin, etc. On avait fait énormément de choses. Il y a le contact avec tout le monde associatif aussi, et je remercie ceux qui sont là. Je remercie aussi ce soir les proviseurs qui sont présents du lycée Gustave Eiffel. Je crois que aussi en ce qui concerne Richelieu, ils sont là. Du travail fructueux qu'on fait ensemble pour essayer au mieux d'avoir des équipements scolaires de qualité. Et l'année dernière, on avait fait passer le vice-président Chéron, ce qui a permis de régler un certain nombre de choses. Et là, on va essayer de faire encore plus pour, je dirais, la salle de spectacle au niveau d'Eiffel. Je reviens à l'avance, la présidente. Et on fera au mieux pour ça. Donc vraiment, vous avez au quotidien, quand vous arrivez à la gare, vous vous doutez bien que les transports, c'est aussi la région. Le parking qui est sous la gare, c'est un parking qui a été subventionné par la région. Et il y avait eu un gros combat de Valérie parce que les Verts ne voulaient pas que l'on subventionne le parking. Parce que le parking, c'est des voitures. Et même si on mettait des bornes électriques, comme c'était des bornes électriques qui marchaient avec du nucléaire, pas de parking. Quoi qu'il en soit, il y a un parking, heureusement pour tout le monde, c'est impeccable et ça se fait. Voilà. Donc de votre quotidien, vous avez la région qui est là extrêmement souvent, je vous le dis. Il faut qu'on poursuive dans cet état d'esprit, même pour les jeunes, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'associations de jeunes ce soir. On est là, on répond, vous savez où vous pouvez me trouver, vous savez encore plus où vous pouvez trouver la présidente. Et je vous remercie d'être là ce soir pour écouter ce bilan qu'elle va présenter encore mieux que moi. Merci à vous tous. Je donne la parole à mon père politique, M. Patrick Ollier. Oui, père, c'est pas oui, rends-lui le micro déjà. Je donne la parole avec un micro qui ne marche pas. Ouais, c'est ça. J'ai vu le truc. Ouais. Merci Valérie. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci Valérie d'être ici. Je viens pour t'accueillir en tant que maire de Rueil avec la quasi-totalité de la municipalité qui est présente. Je salue madame et monsieur les sénateurs, madame le maire, messieurs les maires, et vous toutes et vous tous, conseillers régionaux, conseillers régionales, au titre et qualité. Vous êtes très nombreuses et nombreux ce soir, moi ça me touche et ça me fait plaisir. Et ce qui est important pour le maire de Rueil, c'est non seulement de voir
une assemblée aussi importante, mais de voir ce soir une campagne qui s'engage, oui, on peut le dire, pour préparer l'avenir de la région, et voir une présidente de la région qui vient chez nous pour faire un bilan, pour rendre des comptes, pour écouter, pour dialoguer, et pour faire en sorte de faire avancer les choses pour l'avenir. Moi, ça me va très bien. Je vais d'abord remercier Valérie Pécresse en tant que présidente de la région. Je le fais en tant que maire, parce que Denis a raison. C'est vrai qu'on a beaucoup d'idées ici, mais je pense que à Garches, il y en a à voir, à Sceaux, peut-être, on ne sait jamais. Il y a peut-être aussi à Agnières, je ne sais pas, peut-être à Suresnes, enfin bref. Bon. Non, je plaisante. Nous avons toutes et tous des idées. Mais pour que ces idées puissent évoluer, là, aujourd'hui, où l'État nous coupe les crédits, où l'État nous fait des ponctions de plus en plus importantes, les Reliérois, vous le savez, la courbe est terrible, puisqu'on a 17 millions d'euros de péréquation à payer cette année. Il y a 6 ans, on avait 4 millions seulement. On n'a plus du tout de DGF. Donc on n'a plus de crédit, on n'a pas la taxe d'habitation pour appeler l'impôt, on a juste le foncier bâti. Et après, Madame la Présidente, j'ai refusé d'augmenter les impôts cette année. Enfin, je ne peux pas augmenter les impôts de ceux qui payent le foncier bâti, parce qu'il y a 36% de Ruillois qui le paient. Je n'ai pas le droit de leur faire payer le fonctionnement de 80 000 Ruillois, de 100% de Ruillois. Donc cette année, François, on n'augmente pas les impôts, et j'espère que c'est demain soir qu'on va voter ça, vous serez contents. Les résultats, comment on fait pour s'en sortir? Merci à la région, parce que tu es là, avec la région. Merci à Denis Gabriel, qui est un gardien vigilant des intérêts de Rueil. J'ai découvert aussi de ceux de Nanterre. J'ai découvert tout à l'heure, c'était aussi à Nanterre. Je ne dis pas tout. Denis est là pour veiller au grain, et il n'y a pas une subvention que l'on demande sur nos dossiers sans que tu nous répondes favorablement et que tu nous aides. Je t'en suis reconnaissant, parce que ce sont des millions d'euros qui nous permettent de faire ce qu'on n'aurait pas fait. Voilà, en tant que maire, je rends hommage à la présidente de la région et je souhaite que son bilan va être très fructueux, mais la préparation de la prochaine élection lui permette de voguer sur les résultats, elle le mérite. Et puis j'ai une deuxième raison, pardon, c'est la métropole. Parce que, en tant que président de la métropole, je suis heureux, on a signé une convention stratégique de coopération il y a maintenant 3 ans. Nous travaillons la main dans la main, la grande région avec la petite métropole. La petite métropole avec la grande région, je ne sais pas comment on peut dire. On travaille en complémentarité. On travaille ensemble. Et quand on peut aider des amis ensemble, on le fait pour les subventions, parce qu'à deux, on arrive à être plus fort que seul. Et moi, je me réjouis de ce travail qui est commun, parce que ce travail commun est utile à la population, il est utile à nos habitants, il est utile à nos villes. Et je m'en réjouis. Voilà pourquoi je suis très heureux de t'accueillir. Je te remercie du travail que tu as fait. Et ce soir, c'est une réunion unitaire. Nous sommes tous ensemble pour écouter un bilan, mais aussi pour porter une campagne, pour préparer l'avenir. Et préparer cet avenir dans des conditions politiques qui sont, pour le moins, aléatoires. Il y a un intérêt dans ces conditions politiques, je pense que Valérie en parlera, c'est pas mon rôle en tant que maire d'en parler, mais quand même, on vit des événements historiques qui risquent de dégénérer et qui risquent de faire en sorte que, malheureusement, ça se passe mal dans la rue, si ça continue. C'est-à-dire qu'on joue les imprudents, on joue avec le feu, qui que ce soit, on joue avec le feu. Il ne faut pas s'étonner qu'un jour on se brûle. Raison de plus pour que toute cette force de la droite et du centre que nous incarnons puisse être unie pour affronter les prochains débats et les prochains combats. Nous, on en a un, vous en avez au municipal, je crois, peut-être, on ne sait jamais. Nous en avons peut-être au municipal, et ces combats, on ne les gagnera que si on est unis. Donc si aujourd'hui, c'est la base de départ d'une unité d'action pour nous porter les uns et les autres dans nos différentes campagnes, ben je serai encore plus heureux. Donc merci à toutes et à tous d'être là, d'être venus pour écouter Valérie, et je lui passe tout de suite la parole. Merci monsieur le maire, merci monsieur le président de la métropole. Alors moi je suis très heureuse d'être aujourd'hui ce soir à Rueil. Alors d'abord pour vous expliquer un petit peu le principe de ces réunions, nous sommes aujourd'hui à mi-mandat. Et la mi-mandat, c'est un moment très important pour un élu. C'est un moment très important pour un élu s'il ne veut pas se déconnecter. Se déconnecter de son territoire, se déconnecter des habitants. À la mi-mandat, c'est un moment très codifié dans le code des collectivités locales. À la mi-mandat, un élu a le droit de s'adresser à ses administrés, de leur envoyer un bilan
et de provoquer un certain nombre de réunions pour justement valoriser ce bilan. Mais ce n'est pas seulement une opération de communication sur mon bilan, bien évidemment. Il y a la communication, c'est important dans une période où, Patrick l'a très bien dit, beaucoup de nos concitoyens doutent de la politique, ils doutent de l'efficacité, de l'utilité de la politique, et donc c'est important de faire savoir ce qu'on fait. Et je pense que certains d'entre vous qui ont reçu le bilan de l'action régionale, chez eux, se sont dit « Ah tiens, je ne savais pas que la région faisait ça ». Et je pense qu'effectivement, si on faisait un quiz à chaud de tous les Franciliens en leur disant à quoi sert la région, ils seraient peut-être un petit peu secs. Alors ils trouveraient des choses, mais ce serait un peu tachiste, comme on dit chez les impressionnistes. Il y aurait des petits pointillés, mais il n'y a peut-être pas une vision d'ensemble. Moi, je suis venue vous raconter la vision d'ensemble. Mais au-delà de ça, au-delà de ce bilan, ce moment de bilan de mi-mandat, il est important parce que, vous voyez, quand on a été élu en 2021, avec Denis, avec toute l'équipe des conseillers régionaux qui sont ici, et je saluerai évidemment en premier lieu mon président délégué et porte-parole qui est Geoffroy Didier, ici, que vous connaissez bien, dans les Hauts-de-Seine. Et j'en profite pour saluer du coup les sénatrices, qui sont le sénatrice et le premier vice-président du Sénat, qui est avec nous. Et puis évidemment tous les maires, tous les élus qui sont parmi nous. Mais là, j'ai pas oublié. Si, quand nous avons été élus en 2021, c'était une période très singulière. C'était la sortie du Covid. C'était une période où on pensait qu'à une seule chose, c'était à se remettre sur pied. En fait, le pays était vraiment très patraque, très déprimé. Et donc, le sujet, c'était la reprise post-Covid. Aujourd'hui, on est 4 ans plus tard et le monde entier a changé. Le monde entier a changé. Le monde entier est devenu un lieu dangereux, un lieu où les rapports de force font que on se demande si la France va réussir à tirer son épingle du jeu, on se demande si l'Europe va s'effondrer ou si au contraire elle va se ressaisir. Voilà, on est dans un monde qui peut être par certains côtés très angoissant et on se demande s'il n'y a pas des nouvelles priorités qui émergent. Et oui, dans ce monde de 2025, il y a des nouvelles priorités. En 2021, l'une des très très grandes priorités, c'était l'écologie. On va en parler, on va parler de notre bilan en matière écologique. Mais aujourd'hui, un des grands sujets d'actualité, c'est le choc de longévité. Nous allons vivre, dans la décennie qui vient, en Île-de-France, un choc de longévité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Île-de-France, qui est une région extrêmement jeune, nous sommes la 2e région la plus jeune de France métropolitaine après les Hauts-de-France. La 2e région la plus jeune. Ça a une très forte dynamique démographique. J'en parlerai aussi. Mais dans cette région qui est la plus jeune de France, eh bien, nous allons avoir une population du 3e âge qui va augmenter. Et le vrai risque que nous avons en Île-de-France, mais vous allez le comprendre, c'est que comme on est une région très urbaine, comme on est une région aussi parfois très rurale, est-ce qu'on saura faire la place à nos aînés? Est-ce qu'on saura rendre la ville accueillante aux aînés? Est-ce qu'on va savoir faire face à ce choc de longévité, nous qui sommes le premier désert médical français? Premier désert médical français. Alors, ça peut paraître fou quand on dit ça à côté d'un magnifique hôpital comme celui de Garches, quand on dit ça à côté de Suresnes où on a le magnifique hôpital Foch, quand on dit ça... voilà. Oui, on a la PHP à 2 pas, on a les meilleurs médecins de France, mais en médecins par nombre d'habitants, nous sommes le premier désert médical français. C'est l'Île-de-France. Donc tout ça, c'est des sujets nouveaux. C'est des sujets auxquels on ne pensait pas tellement en 2021. On est dans l'après-Covid. Et aujourd'hui, il faut qu'on se projette. Il faut qu'on se projette dans le défi de l'accessibilité. L'accessibilité, avant, l'accessibilité des rues, l'accessibilité de la ville, c'était un sujet qui concernait d'abord nos compatriotes handicapés. Mais aujourd'hui, ça va concerner un quart de la population de l'Île-de-France qui aura une mobilité réduite ou un handicap. Voilà. Donc tous ces sujets-là, c'est des sujets nouveaux. Et c'est pour ça qu'il faut faire ces réunions de bilan de mandat. Parce que vous allez m'interroger sur des sujets qui vous concernent maintenant, en 2025. Et à partir de ces sujets qui vous concernent, je parlais de handicap et je salue l'arrivée de notre vice-président en charge des questions de handicap, Pierre Denisio, que vous connaissez. Donc voilà,
il y a des nouveaux sujets qui arrivent. Et puis par ailleurs, dans ces réunions, j'allais dire presque de quartier, hein, parce que quand on a 1270 communes, chaque fois qu'on s'arrête dans une ville, Monsieur le Président, c'est quasiment une réunion de quartier qu'on fait. Et dans ces réunions de quartier, et je suis sûre que ce sera le cas aussi ce soir, il y a des porteurs de projets. Il y a des porteurs de projets, des représentants d'associations, des citoyens qui ont des idées. Et vous allez vous lever, vous allez me dire, moi j'ai une idée. L'autre jour, j'étais à Joinville, et à Joinville, il y avait une jeune femme qui s'est levée, qui m'a dit, moi je suis une femme ingénieure, je viens d'un milieu très populaire, j'ai fait des études, et j'ai créé, avec des amis de mon école d'ingénieur, une association. On veut aller dans les lycées parler des sciences aux filles. Je leur ai dit, mais madame, venez me voir, on va travailler ensemble. Un autre jour, alors c'était il y a un peu plus longtemps, j'étais pareil, comme ça, dans une réunion, une réunion, ou je sais même pas, ou un rendez-vous, et je vois une association qui se lève et qui me dit, nous on est le collectif vélo, et on a un super projet pour vous. Alors je ne connaissais pas le collectif vélo, mais c'était en fait le collectif de toutes les associations de cyclistes de l'Île-de-France. Bon. Et ils m'ont apporté un bout de papier, comme ça, dans une réunion. Et sur ce bout de papier, il y avait une carte de métro. Mais ce n'était pas la carte du métro. C'était une autre carte de métro, comme une carte de métro, avec des lignes autour de Paris, des lignes qui rentraient dans Paris. Et ils m'ont dit, ça, c'est la 4e génération des transports en Île-de-France. C'est le réseau RER vélo. Et en fait, ils m'avaient construit des pistes cyclables comme des RER qui rentraient dans Paris, qui faisaient le tour de Paris, etc., des voies cyclables. Et ils m'ont dit, maintenant, si vous voulez vraiment développer le vélo en Île-de-France, il faut faire des voies complètement dédiées, parce que les gens ont peur hein, sur les voies où il y a des voitures. Donc il faut des voies complètement dédiées, et c'est le RER vélo, c'est comme un RER, mais on le fera à vélo. Et ils m'ont dit, avec le vélo électrique, ben, tout va changer. La plupart des gens iront travailler, sport santé, iront travailler en vélo, etc., etc. Et ils m'ont proposé ça. Et moi, quand ils m'ont montré ça, je me suis dit, Eureka. Eureka. J'ai eu une espèce d'illumination. Je me suis dit, mais c'est génial leur truc. Parce que le vélo, c'est sympa, sauf quand ça gêne la circulation de tout le reste. Vous voyez ? Et là, l'intérêt, c'est qu'on séparait le vélo de la circulation habituelle. Donc ça ne bloque pas les bus, ça ne bloque pas les voitures, ça ne se fait pas renverser, c'est en sécurité. Et l'idée, c'était de faire ces grandes pistes cyclables. Et puis pour le sport santé en Île-de-France, c'est très bien. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est pour vous expliquer à quel point ces réunions sont précieuses pour moi. Voilà. Ce que vous allez me dire est précieux. Et puis vous allez aussi me faire les vrais retours terrain de votre expérience transport, etc., etc. Ce qui permet aussi de tester si on me dit tout. Parce que le risque d'un homme politique, quand ce n'est pas un maire de terrain comme Patrick Ollier, le risque d'un homme politique ou d'une femme politique, c'est de rester dans son bureau et puis qu'on lui dise que ce qu'il a envie d'entendre. Vous connaissez ce syndrome du chef à qui on dit toujours ce qu'il a envie d'entendre. Moi, ça m'arrive. Là, il y a 3 jours, j'étais à Château, pas loin d'ici, sur le RERA. Je me suis aperçu que les RERA rénovés, dont je pensais qu'ils étaient tous revenus sur les rames, eh ben, il y en a encore une vingtaine à Bagnères de Bigorre, dans les usines de l'entreprise CAF, qui n'ont toujours pas remonté sur le réseau. Et je l'ai vu parce que j'ai vu à Château arriver des vieux RER. Ah, et j'ai dit, mais pourquoi il y a encore des vieux RERA ? On m'avait dit qu'ils étaient tous rénovés. En fait, ils n'ont pas osé me dire que le contrat de rénovation, il n'était pas complet et qu'il en restait encore au dépôt. Vous voyez ? C'est ce genre de détails qu'on vous cache si vous ne venez pas sur le terrain. Mais dès que vous y venez, je peux vous dire que les habitants, ça piapiate vite. Hein. Puis on est à portée d'engueulade hein, quand on se déplace. Voilà. Alors moi, je voudrais vous dire juste quelle est la vision qui sous-tend ce mandat. C'est quoi mes lignes directrices ? Parce que quand on comprend la vision, on comprend tout ce que je fais. Voilà. Et je voudrais dire une seule chose aussi à Patrick. C'est vraiment toute mon amitié, toute ma sympathie. D'abord parce que ce qu'il fait à Rueil, c'est magnifique. Et ça s'inscrit totalement, vous allez comprendre, dans ma vision de la région. Mais en plus parce que, bon, vous connaissez tous mes réticences à avoir 5 niveaux d'administration en Île-de-France. Bon, voilà. Hein. Les villes, les intercommunalités, les départements, la métropole, la région, 5 niveaux, l'État, ça fait beaucoup, ça fait 6. Beaucoup de niveaux. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'avec Patrick,
on fait tout pour que la coopération entre la région et la métropole soit la plus harmonieuse possible. On fait tout pour que ça vous coûte le moins d'argent possible et on fait tout pour essayer de faire effet de levier l'un sur l'autre. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui est bien, on essaye de le financer tous les deux, on essaye d'être là l'un pour l'autre. Et l'un des projets dont je suis le plus fière, cher Pierre, c'est la maison des aidants qu'on a fait à Boulogne-Billancourt avec la Fondation Mérieux. La Fondation Mérieux avait à Lyon une superbe maison totalement innovante de répit pour les proches aidants qui ont des enfants en situation de handicap et notamment des adultes handicapés. Parce que les enfants, on arrive à trouver des structures d'accueil pour les vacances, mais des enfants adultes handicapés, c'est très difficile. Et donc Alain Mérieux a inventé cette maison de répit où d'un côté on s'occupe des enfants handicapés, on s'en occupe, il y a des éducateurs, il y a des animateurs, etc. Mais de l'autre côté, on s'occupe aussi des parents. Et on leur fait un vrai séjour de repos, avec des tentes, avec gym, avec massage, avec piscine, enfin bon, un truc un peu qualitatif pour s'occuper de ces familles qui ont tellement besoin qu'on s'occupe d'elles aussi, et pas seulement de leurs enfants. Mais il faut qu'on s'occupe des deux, évidemment, pour que ce soit utile. Donc on aura une maison des aidants qui ouvrira à Boulogne-Billancourt, et l'objectif de la Fondation Mérieux, c'est de mettre cette maison des aidants à la portée de la classe moyenne, pas seulement à la portée de gens qui pourraient effectivement s'offrir un hôtel de luxe avec leurs enfants. Voilà. Donc c'est un très très beau projet et que Patrick a accepté de cofinancer avec moi parce que j'aurais pas pu le financer toute seule. Vous voyez, c'est ce genre de projet qu'on essaye de porter ensemble. Voilà. Et je voudrais le remercier parce qu'il est toujours à mon écoute quand je viens le voir et que je lui dis bon, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble. L'autre projet qu'on a fait, c'est tout dernièrement, c'est qu'on a complètement rénové le refuge national de la SPA à Gennevilliers, qui était vraiment devenu un taudis. Et Patrick a fait des pieds et des mains, il a jonglé pour pouvoir trouver un moyen de le financer. Parce que moi, je peux, au titre de l'innovation sociale et au titre de l'aménagement du territoire, aider les maires. Donc de toutes les façons, je peux aider plein de projets. J'ai une compétence un peu plus large que la sienne. Mais lui, il a fallu qu'il trouve comment est-ce qu'il allait aider nos amis les petites bêtes à quatre pattes. Et en fait, il a trouvé grâce à la prévention des inondations. Parce que le refuge est en zone inondable. Et donc, voilà, il a payé les pilotis. Moi, j'ai payé le reste, lui a payé les pilotis. Mais c'était... Voilà. Et avec en plus le département des Hauts-de-Seine, évidemment, qui nous a aidés. Mais c'était très important. Et j'en profite pour saluer Sophie Deschiens, élue de Levallois, que vous connaissez, conseillère régionale de Levallois, que vous connaissez, qui est la marraine de l'opération Région Amie des Animaux. Parce que oui, la région est amie des animaux, chers amis. Et donc on finance plein d'aménagements dans les villes pour que nos amis à quatre pattes s'y sentent bien. Et ça aussi, c'est très important parce qu'on est la région dans laquelle il y a le plus d'animaux de compagnie en France. Le plus de chats, le plus de chiens. Et donc, du coup, il faut que la ville soit amie des animaux. Et alors, Sophie, avec Sylvie Rocard, elle a eu l'idée de créer un label pour les villes amies des animaux. Et donc, c'est les villes qui font des refuges, c'est les villes qui font des caniparks, c'est les villes qui accueillent les oiseaux, c'est les villes, etc., qui font des vétérinaires solidaires, tout. Et Rueil est labellisé 2 pattes. Il y a encore une petite marge de progression, Président. Bah oui. Parce que le label, c'est jusqu'à 3 pattes. Et nous avons 17 villes qui sont 3 pattes, dont un certain nombre dans les Hauts-de-Seine, mais je ne les citerai pas pour ne pas faire d'émulation bête et méchante. Mais enfin, en tout cas 2 pattes pour Rueil, c'est quand même très très bien. Ça veut dire qu'à Rueil, évidemment, on s'occupe de nos amis les animaux. Alors je vous ai promis ma vision, puis je vous ai promis surtout de dialoguer. Donc ma vision, elle est simple. Ma vision, c'est celle d'une région cohérente, équilibrée, et non plus une région fracturée. Vous savez que j'ai commencé la politique avec Jacques Chirac, comme un certain nombre d'entre vous ici dans la salle. Et moi, celui qui m'avait plu en 95, c'était le Chirac de la fracture sociale. Voilà. Et en Ile-de-France, on ne peut pas faire une terre plus emblématique de la fracture sociale. En clair, on a les plus riches et on a les plus pauvres.
on a des bidonvilles, on a 18% de taux de pauvreté, et en même temps, évidemment, on a tous les patrons du CAC 40, on est la région la plus riche d'Europe. Si on était un État indépendant, ce qui de temps en temps me traverse l'esprit, surtout quand je vois ce qui se passe dans certaines autres régions dont je plaisante, c'est donc, si on était une région indépendante, on serait le 6e État européen. On serait les Pays-Bas. Voilà. C'est quand même pas mal. 6e État européen, l'Île-de-France. Un tiers de la richesse de la France. Donc évidemment, on est une région très riche. Mais on a aussi un taux de pauvreté très alarmant. Je vous disais qu'on était une région aussi très dynamique démographiquement, avec beaucoup de jeunes. Mais il y a aussi une réalité qu'on ne peut pas éluder, parce que si on l'élude, eh bien, les habitants nous diront qu'on ne regarde pas la réalité en face. Nous sommes aussi une région monde. Nous avons pendant des siècles accueilli toute la France, mais nous accueillons aussi le monde chez nous. Et l'Île-de-France, c'est une région qui accueille un étranger sur 2 qui arrive en France chaque année. Donc, un étranger sur 2 qui arrive en France chaque année s'installe en Île-de-France. Depuis toujours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une problématique d'intégration, d'insertion, d'éducation des jeunes, qui sont des problématiques qui doivent être absolument prioritaires. Absolument prioritaires. C'est pour ça que quand je suis arrivée, il y avait une honte absolue, alors que ceux qui sont de gauche parmi vous m'excusent, mais il y avait une honte absolue de mes prédécesseurs, qui était l'état des lycées d'Île-de-France. 200 lycées totalement vétustes. 200 lycées totalement vétustes. Alors, ce n'était pas le cas du lycée Richelieu, qui venait d'être refait, mais 200 lycées vétustes dans toute l'Île-de-France, mais dans un état apocalyptique, et principalement les lycées professionnels et les lycées des banlieues populaires. Donc vous imaginez, moi j'avais à Champigny, ville communiste, ex maintenant, puisqu'elle a changé de main, mais pendant 70 ans communiste, à Champigny, le lycée professionnel était surnommé Gabriel Pourri. Gabriel Pourri. Depuis que nous l'avons refait, lycée professionnel du quartier du Bois-l'Abbé, eh bien depuis que nous l'avons refait, il le surnomme le lycée Christian Dior. Alors je voudrais vous demander, est-ce que vous préférez aller faire votre enseignement professionnel à Gabriel Pourri ou à Christian Dior? Voilà. Eh bien oui, pour ces lycées, quand j'ai été élue, les 3 premières personnes qui sont rentrées dans mon bureau, c'est les 3 recteurs des académies de Paris, de Créteil et de Versailles, pour me dire il faut un plan d'urgence pour les lycées d'Île-de-France. Nous avons mis 5 milliards d'euros sur la table. 5 milliards d'euros. Et avec le Covid et la guerre en Ukraine, c'est devenu 6 milliards 600 millions d'euros pour le plan d'urgence des lycées d'Île-de-France. Et je parle sous le contrôle de Roger Carucci. 6 milliards 6. Ça veut dire que chaque année, en ce moment, parce que là le plan est monté en charge, chaque année, je dépense 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros avec 9 zéros pour les lycées d'Île-de-France publics. Je le dis public parce qu'on m'a critiqué, parce que je finançais aussi les lycées privés. Je dépense la somme astronomique, ça c'est Le Monde qui parle, la somme astronomique de 10 millions d'euros par an pour les lycées publics, pour aider leur mise en accessibilité, pour aider leur sécurisation, parce qu'en Vigipirate Rouge, bon, comme il y a peut-être des polytechniciens dans la salle, 10 sur 1000, ça fait 1%. 1% de mon budget lycée va au lycée privé, qui accueille 20% des élèves en Île-de-France. Donc voilà, donc pourquoi je subventionne moins le privé? C'est simple, c'est parce qu'il est en bon état. Il est en bon état et lui, il était bien géré et donc il n'avait pas besoin d'aide. En revanche, 1,99 milliard de mon budget chaque année pour les lycées publics, c'est 1000 chantiers en même temps. 5000 entreprises. Alors en plus, vous imaginez, si vous avez fait refaire votre salle de bain récemment, 5000 entreprises à faire travailler, les malfaçons, les retards, les problèmes, enfin bon. Les dépôts de bilan d'entreprise, comme à Bois-Colombes, ce qui nous a retardé dans le chantier, enfin bref. Voilà, donc on gère, mais ça avance bien. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je pense que les fractures sociales, elles commencent à l'école. Moi, je n'aime plus l'expression ascenseur social. Vous savez, on dit toujours l'ascenseur social ne fonctionne pas. Moi, je n'aime plus cette expression. Depuis que j'ai travaillé un petit peu avec notre ministère de la Défense,
eux, ils ont une autre expression. Ils disent l'escalier social. Et je trouve que c'est une plus belle expression. L'escalier social, ça veut dire on vous ouvre la porte, mais il va falloir quand même monter les marches. Et pour monter les marches, on vous aidera à aller monter les marches. Mais à un moment, il va quand même falloir aller bosser. Voyez ? Et je trouve que cette expression de l'escalier social, elle est plus belle. On va faire un bel escalier social en Ile-de-France. Mais il faut aussi que tout le monde se prenne par la main et tout n'arrivera pas tout cuit dans le bec. Ça n'existe pas. Voilà, donc l'éducation, priorité régionale absolue, les amis, absolue. Et malgré toutes les coupes budgétaires que me fait l'État impécunieux qui a tout cramé, malgré ça, eh bien, on a sanctuarisé tout l'argent des lycées. Et dans les lycées, quand je vous disais qu'on faisait de l'égalité des chances, on fait aussi les valeurs de la République. On fait les valeurs de la République. Dans les lycées, on distribue des ordinateurs gratuits à tous les élèves, des manuels gratuits à tous les élèves. Mais on fait aussi des innovations pédagogiques. Et dans les innovations pédagogiques, il y a cette très belle opération qu'on fait en ce moment, les 12 dessins qui ont fait la République. Les 12 dessins qui ont fait la République. Et pourquoi les 12 dessins qui ont fait la République ? Parce que nous sommes le triste anniversaire des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Et les 10 ans de l'attentat du Bataclan. Et moi, mes gamins dans les lycées, nos gamins dans les lycées, ils ont 15 ans. Ils avaient 5 ans au moment de l'attentat du Bataclan de Charlie Hebdo. Ils ne se souviennent plus. Donc on a besoin de leur rappeler. Et puis on est la région dans laquelle on a assassiné Samuel Paty, parce qu'il montrait des caricatures. Et donc en fait, il n'y a plus beaucoup de professeurs en Ile-de-France qui osent montrer des caricatures à leurs élèves. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que Charlie Hebdo est venu me voir, et ils m'ont dit, on voudrait faire un projet avec une région qui aimerait le faire, enfin on voudrait le faire avec toutes les régions, en fait il n'y a que nous qui avons dit oui, on voudrait faire un projet pédagogique autour du dessin de presse et de la caricature. Et donc on a fait ces 12 dessins qui ont fait la République. Alors il y a les fameux dessins de Louis-Philippe avec la tête de poire, l'affaire Dreyfus, ils en ont pas parlé, ils en ont parlé avec le déjeuner où les familles s'empoignent, dans le Figaro, vous savez ce dessin-là. Et puis des dessins beaucoup plus sensibles et actuels, des dessins qui se moquent des religions, en disant et Dieu inventa l'humour, et puis on voit les 3 religions avec la Bible, la Torah et le Coran, ils disent mais c'est marqué nulle part, enfin ce genre de choses. Enfin, des dessins pour faire prendre conscience qu'on peut se moquer de tout, on peut rire de tout. Et un dernier dessin qui est vraiment un dessin militant, qui est la une de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, qui est un dessin extrêmement fort. C'est Dominique Bernard, un professeur, lardé de coups de couteau, et avec les élèves juste derrière lui, cachés derrière lui, qui le soutiennent comme ça et qui disent « on est tous derrière vous ». Et le message, c'est évidemment de dire que les professeurs deviennent aujourd'hui en première ligne face à toutes les violences, face à tous les problèmes de la société, et que tout le monde, toute la société, en fait, se tapit derrière eux et les prend en bouclier et en fait ne les soutient pas. Donc c'est une qui questionne énormément. Bon, je dois avouer que le dessin qui fait le plus problème dans cette opération, c'est quand même la caricature qui dit les jeunes ne lisent qu'un seul livre par an, 92% des jeunes ne lisent qu'un seul livre par an, et où on voit un jeune avec un manuel d'apprentissage du smartphone, de l'usage du smartphone. Ça fait beaucoup réagir les jeunes parce qu'ils disent c'est pas vrai, c'est une caricature. Et on leur dit bah oui voilà, c'est ça s'appelle se moquer, ça s'appelle rigoler, mais c'est une vraie réalité, c'est un vrai chiffre, etc. Pourquoi je vous parle de cette opération ? C'est parce qu'elle est emblématique de ce qu'on veut faire. On veut faire nation, on veut faire région. L'Île-de-France n'a pas beaucoup d'identité, les amis. Parce que si je vous demandais, vous me diriez tous que vous êtes Corréziens de Paris, Bretons de Rueil, Périgourdin adopté, etc. Voire du Briançonnais, on ne sait pas trop douter, toi, t'es un peu de partout. Enfin, chacun d'entre nous a des origines, voilà. Et on est souvent plus fiers de ses racines que de l'Île-de-France où on habite finalement souvent depuis des décennies. Donc moi, je veux créer l'identité de l'Île-de-France. Et cette identité, elle s'ancre puissamment dans la République. Elle s'ancre aussi dans l'espoir de réussir. Parce qu'on vient en Île-de-France pour étudier, pour trouver un travail,
pour fonder une famille, on vient en Ile-de-France pour réussir, donc évidemment, c'est ça l'objectif. Donc, lutter contre les fractures sociales. Pour lutter contre les fractures sociales et territoriales, j'ai pris des décisions très symboliques. 2. La première, vous le savez, ça a été de déménager le siège de la région Île-de-France, qui était dans le 7e arrondissement, en face du bureau du Premier ministre, rue Barbet de Jouy, de le déménager à Saint-Ouen, banlieue ex-communiste, industrielle, sur une friche, au milieu de nulle part, enfin plus exactement au milieu de ce qui était le hub européen du deal et de la fourgue. D'ailleurs, nous avons encore eu cette semaine un petit sujet avec une école primaire qui doit déménager de la cité Arago, qui est un des derniers points de deal de Saint-Ouen et qu'il faut absolument qu'on éradique. Donc vous voyez, c'est quand même des banlieues très complexes. Nous avons déménagé à Saint-Ouen, on y est très heureux. Mais le symbole derrière ce déménagement, c'était de dire il n'y a pas un bon et un mauvais côté du périphérique. Mes prédécesseurs, malheureusement, ils avaient tendance à beaucoup dépenser pour Paris. Voilà, pour des raisons politiques évidentes. Donc ils dépensaient énormément pour Paris, qui est la ville la plus riche d'Île-de-France. Alors que moi, mon projet, ça a été de rééquilibrer les crédits en faveur de la banlieue, de la petite, de la moyenne, de la grande couronne. Parce que qu'on soit dans un quartier populaire d'Île-de-France ou qu'on soit à Provins ou à Bonnières, en fait, on a les mêmes droits. Les mêmes droits, la même dignité, la même liberté d'aller et venir, les mêmes chances. Voilà. Donc, déménager à Saint-Ouen, c'était dire, ben voilà, la région s'ancre dans les quartiers populaires, il n'y a pas un bon et un mauvais côté du périphérique. J'ajoute que ça nous a fait faire beaucoup d'économies et que ça nous a beaucoup amélioré la qualité du travail, hein, parce que quand tout le monde est dans le même bâtiment, on était dans 16 sites différents. Et puis, quand j'ai demandé le code du Wi-Fi, c'est un peu comme si j'avais demandé le code du nucléaire, vous voyez. C'était pas encore bien complètement dans les mœurs, le Wi-Fi à l'époque. Bon. Donc on n'était pas très moderne. Et donc, on a déménagé à Saint-Ouen. Première décision. La deuxième décision qu'on a prise, très importante, c'est celle de janvier 2025. C'est le ticket unique train, métro, RER à 2,50 € pour tout le monde. Et pourquoi le même ticket pour tout le monde ? Eh bien, pour simplement que tout le monde se sente partie d'un même projet. Voilà. Et que ceux qui viennent du plus loin, qui ont parfois les trains qui marchent le plus mal, eh bien, ils ne sont pas obligés de payer le double des Parisiens qui, eux, ont tous les métros à disposition. Voilà. Donc, une mesure d'égalité, le tarif unique. Alors, je tiens à préciser ici qu'il y a encore mieux que le tarif unique. Il y a Liberté Plus. Ça y est, enfin, mes conseillères régionales, elles ont enfin bien les éléments de langage. Liberté Plus. Donc si certains d'entre vous n'en ont pas encore entendu parler, Liberté Plus, c'est 1,99 € pour faire le tour de l'Île-de-France. Si vous avez une famille nombreuse, c'est 99 centimes pour faire le tour de l'Île-de-France. Et en plus, vous ne vous posez plus la question avec Liberté Plus si c'est un bus, un métro, un trajet aéroport. Ils calculent pour vous et vous êtes prélevé uniquement le mois d'après. Donc c'est gratuit. Et c'est comme un badge de télépéage. Vous savez, si vous avez des badges pour passer les péages, c'est exactement le même fonctionnement et c'est post-paiement. Donc vraiment, si vous n'avez pas de Navigo, le Pass Liberté Plus est fait pour vous et c'est fait pour que les Franciliens payent moins cher. C'est 20% moins cher, correspondance de bus offerte. Donc franchement, voilà, ne pas l'essayer. Voilà, c'est la liberté de payer plus. Voilà. Il faut assumer. Il faut avoir envie de payer plus. Et pourquoi on a fait Liberté Plus ? C'est aussi un autre de mes souhaits. Vous, avec vos impôts, vous payez déjà les infrastructures de transport. Donc c'est normal que les visiteurs, eux, payent les tickets plus chers. Mais je n'arrive pas, sauf pour les JO, où j'avais fait un petit tarif JO qui m'a valu beaucoup, qui a fait couler de l'encre. Oui, mais n'empêche que grâce au tarif JO à 4 €, j'ai pas eu de dette JO, moi. Voilà. Et si j'avais eu une dette JO avec le budget Barnier par-dessus et le budget Bayrou, je peux vous dire que les lycées neufs, il y en aurait eu moins cette année. Hein. Donc le sujet aujourd'hui, c'est moi j'équilibre les budgets. Moi je fais de la bonne gestion. Voilà. Chez moi, vous ne verrez pas la caisse cramée. Voilà.
Mais ça veut dire que de temps en temps, il faut payer le prix. Et donc, mon objectif, c'est que les visiteurs payent plus cher. 2,50 €, c'est le tarif visiteur. Vous, vous êtes francilien. Donc, vous devez payer 1,99 €. Mais pour ça, il faut prendre Liberté Plus, c'est-à-dire qu'il faut prouver que vous êtes francilien. Voilà, c'est ça l'astuce. Bon, donc en fait, je le dis, nous allons fêter demain le 1000e abonné de Liberté Plus. Je le dis pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus. Il y en a quand même 1 million qui l'ont pris. Mais le marché potentiel, c'est 3 millions en Ile-de-France de personnes qui sont potentiellement éligibles. Les enfants, les retraités, les indépendants, les télétravailleurs, les cyclistes, enfin tout le monde, tous ceux qui ne prennent pas le Navigo tout le temps. Voilà. Ils n'ont pas le remboursement employeur. Voilà. Pardon, c'était un peu long. C'était sur la fracture sociale. Ma deuxième vision, c'est la région des 20 minutes. Et la région des 20 minutes, je vais vous en parler parce que c'est exactement ce que fait Patrick à Rueil. La région des 20 minutes, c'est une région polycentrique. C'est une région où il y a plein de petites capitales. Et dans les petites capitales de la région, il y a Rueil-Malmaison. Il y a Rueil-Malmaison parce que Rueil est un hub de transport et va le devenir encore plus avec l'arrivée des nouvelles lignes du Grand Paris Express. Vous vous rendez compte que vous allez avoir 2 lignes du Grand Paris Express qui vont arriver à Rueil-Malmaison. La ligne 15 avec 18, vous avez le tram. Donc en fait, d'ici, allez, on va dire d'ici 10 ans, la physionomie de Rueil aura complètement changé. Rueil sera une capitale de l'Île-de-France. Alors, vous allez me dire, par certains aspects, vous l'êtes déjà. Vous avez déjà des lycées très réputés. Ma fille a été pendant 5 ans rueilloise, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais vous avez déjà des lycées réputés, vous avez déjà des commerçants de qualité, vous avez de plus en plus de restaurants de qualité. Et tout ça, pourquoi d'ailleurs? Bien aidé par la ville de Paris. Parce que comme on ne peut plus rentrer dans Paris, les commerces ferment dans Paris et ils se créent en banlieue. Les commerces, les restaurants, les théâtres, toute la culture se déplace parce que forcément plus personne ne peut rentrer dans Paris. Donc voilà, on a beaucoup de qualité de vie qui se déplace. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'une banlieue un peu dortoir, qu'on le veuille ou non. Alors, dortoir, c'est pas forcément péjoratif, c'est pas forcément des bars de H&M, mais une banlieue dortoir, c'est une banlieue où on rentre juste dormir. Et un Paris qui attire tout, on est en train de passer à une vraie ville. Et Rueil est en train de devenir une des petites capitales de l'Île-de-France. Il y en aura d'autres dans les Hauts-de-Seine, je ne vais pas toutes les citer. On est à Rueil ce soir. Mais oui, c'est l'idée. Et la région des 20 minutes, c'est ça. C'est que vous puissiez, à 20 minutes de chez vous, trouver de l'emploi, dans une belle zone d'activité, que vous puissiez trouver de l'emploi, que vous puissiez trouver des loisirs, du sport, de la culture, des commerces, de l'éducation, etc. Et de la santé. 20 minutes. Ça, c'est la vision que nous avons. C'est celle que nous avons défendue dans le CEP. Et enfin, la dernière vision que nous avons, et puis après, je vous laisserai la parole, mais la dernière vision que nous avons, c'est celle d'une région sûre. Alors vous allez me dire, la sécurité, c'est pas une compétence régionale. Non, c'est pas une compétence régionale. C'est tellement pas une compétence régionale que quand j'ai commencé à payer de la sécurité, le préfet de région a voulu me déférer au tribunal en disant que c'était pas ma compétence et que j'avais pas le droit. Heureusement pour lui, le préfet de police est intervenu, et puis les gendarmes, les policiers, etc. Enfin, tout le monde lui a dit, écoute, oui, peut-être c'est pas sa compétence, mais enfin, c'est quand même bien, si elle dépense 40 millions par an pour faire de la sécurité, c'est quand même mieux, voilà, qu'on en ait un peu plus. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On finance tout. Voilà, tout ce qu'on nous demande. Les polices municipales. On finance la vidéoprotection partout en Ile-de-France. On a financé des centaines de commissariats. En plus, j'ai comme vice-présidente Frédéric Pechnard, qui est bien connu dans ce département, qui est ancien directeur de la police nationale. Donc je peux vous dire que c'est géré. Donc on finance ça, mais on finance aussi, figurez-vous, des commissariats de police nationales, des casernes de gendarmerie nationales. Nous sommes la seule région de France qui finance aussi les pompiers. Parce qu'ils avaient encore des besoins supplémentaires que les départements n'arrivaient pas à financer. Donc nous finançons tout. Et j'ai fait 2 choses, un peu, on va dire, borderline. J'ai créé 1000 emplois supplémentaires dans les transports pour la sécurité. 1000 emplois de plus. J'ai 80 000 caméras
Alors là, je vous raconte une petite anecdote, parce que j'ai été élue au lendemain du Bataclan. 3 semaines après les attentats du Bataclan, je suis élue. Là, je suis convoquée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Cazeneuve. Cazeneuve me convoque et me dit: Valérie, tu es maintenant présidente de l'Île-de-France, on vient d'avoir ces abominables attentats, il faut absolument que la police nationale ait accès aux images des caméras de tes transports en Île-de-France. Et là, je le regarde et je lui dis: quelle caméra? Alors là, il s'effondre et je lui dis: mais il n'y a pas de caméra dans les transports en Île-de-France. Il n'y en a pas, ça fait des années qu'avec Roger Carucci, on dépose des amendements pour avoir des caméras dans les transports, et ça fait des années que les Verts, les communistes et donc les socialistes, par absorption, votent contre les caméras, au motif que c'est du respect de la vie privée. Les gens ne veulent pas être filmés dans les métros. Alors moi, à un moment, je me suis un peu exaspérée, je leur ai dit: écoutez, on va faire un petit... Pourquoi vous n'acceptez pas une expérimentation? On était dans l'opposition. Pourquoi vous n'acceptez pas une expérimentation? On met les caméras au début du train, et puis on ne met pas de caméra à la fin du train. Et puis on regarde où les femmes vont monter. On fait une expérimentation. Alors ils s'étaient moqués de moi, ils avaient dit: c'est les caméras Pécresse des femmes en détresse. Voilà, les caméras Pécresse des femmes en détresse. Eh bien écoutez, ils ne croyaient pas si bien dire. Ils ne croyaient pas si bien dire, parce que depuis qu'on a mis les 80 000 caméras, parce que quand même, en 9 ans, 80 000 caméras, et qu'on les a reliées toutes à un centre de supervision unique à la préfecture de police, cofinancé État, région, et dans lequel il y a la SNCF, la RATP, les gendarmes, les sentinelles, la police, nous, etc., la SNCF, la RATP, etc., tout le monde est à la préfecture de police. 30% des flagrants délits sur les réseaux de transport, 30% des flagrants délits sont constatés par vidéopatrouille. Vidéopatrouille, ça veut dire que quand vous êtes dans votre RER A, vous ne voyez pas forcément la police dans votre wagon, mais la police, elle vous voit, et elle repère les pickpockets, et elle repère aussi les harceleurs de femmes. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'avant, pourquoi les femmes ne portaient pas plainte quand elles se faisaient agresser dans le métro? Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de preuves. Alors dire: le monsieur, il s'est collé, il m'a frotté, il m'a je sais pas quoi, a touché, le monsieur, il va dire: écoutez, le RER, il était bondé, voilà, comment est-ce que... bon, elle dit n'importe quoi, elle se fait dire... C'est difficile, preuve. Ben, avec l'image, on a. Avec l'image, on a la preuve. Et c'est pour ça que maintenant, sur les violences sexuelles et sexistes, on a une preuve, enfin, pour coincer les maniaques des réseaux de transport. Donc oui, c'est les femmes, les caméras Pécresse des femmes en détresse, j'en suis extrêmement fière. Et donc on a mis de la sécurité. On a mis 1000 agents de plus de sécurité dans les transports qu'on a financés. Et pourquoi j'en suis fière? Parce que vous voyez, aujourd'hui, le nombre d'actes de violence dans les transports baisse. Or, la violence augmente partout ailleurs. Partout ailleurs. Et notamment dans les lycées, ce qui est un autre sujet. Donc la violence des jeunes, la violence augmente partout, sauf dans les transports. Et si elle baisse dans les transports, c'est parce qu'on a vraiment mis le paquet sur cette violence. Et là, en ce moment, on est en train de faire une grosse opération anti-fraude. Frauder, c'est voler les honnêtes gens. Voilà. Depuis le Covid, la fraude, elle a été multipliée par 2 dans les transports en Île-de-France. 700 millions d'euros de fraude par an. 700 millions de fraude. C'est 2 tramways, Monsieur le Président. 2 tramways neufs. Donc évidemment, on a décidé qu'on allait faire des opérations contrôle continu, des opérations coup de poing. Enfin, c'est assez impressionnant quand on les voit passer, c'est quand même assez impressionnant. C'est surtout sur les bus, sur les trams, mais c'est quand même très impressionnant. C'est là que ça fraude le plus. Donc, sécurité de transport. Dernier sujet, la sécurité des lycées. Moi, je suis extrêmement inquiète de la montée de la violence des jeunes aujourd'hui. Extraordinairement inquiète. Et je pense qu'il faut reprendre ça en main très vite. Très vite. Ça a été aggravé par le Covid et le confinement. Ça a été aggravé par les réseaux sociaux qui sont l'amplificateur du déconomètre. Le narcotrafic, n'en parlons pas parce que ça répand la culture de l'arme, etc., dans les quartiers. Tout ça est extraordinairement inquiétant. Moi, j'ai tiré le signal d'alarme. J'ai créé des brigades régionales de sécurité pour les lycées. 100 effectifs. On a commencé à 25, ils sont 100.
Là aussi, mon opposition m'a dit les vigiles de supermarché de Valérie Pécresse, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les lycées, gna 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 gna. Aujourd'hui, j'ai dit à la communauté éducative, je paye ce que vous me demandez. Je vous force à rien. Voilà, je les connais trop bien, je force personne. Ben maintenant, j'ai 400 lycées sécurisés par des caméras de vidéoprotection. Je mets des sas d'entrée. Et donc, 1000 agents. 20 brigades. Au moment où je vous parle, les 20 brigades sont déployées en urgence dans 20 lycées d'Île-de-France et je n'en ai plus. Je n'en ai plus pour faire face à d'autres urgences. Elles ont fait 1000 interventions l'année dernière. 1000 interventions pour des rixes, pour des intrusions, pour des violences à des professeurs, pour du racket, pour du deal, etc. Donc voilà. Donc on continue. Mais je voulais vous dire, cette histoire de sécurité, je pense que c'est extrêmement important de continuer. Voyez, je considère que dans la région des 20 minutes, dans la région de l'égalité des chances, dans la région sans fracture que je veux dessiner, eh bien, le droit d'être en sécurité partout, c'est un droit qui doit être garanti pour tous. Et autant dans les quartiers populaires que dans les zones pavillonnaires ou que dans les zones résidentielles. Voilà. Et donc, je ne transigerai pas là-dessus. Et d'ailleurs, je le fais parce que la région, c'est un orchestre de maires. Et donc, évidemment, les maires ont des besoins. Et le premier besoin qu'expriment nos habitants, c'est le besoin de sécurité. Sécurité et valeurs de la République, c'est comme ça qu'on fera région et c'est comme ça qu'on fera nation. Merci.